pourrais résumer la question en avons-nous le choix? Avons-nous un libre arbitre? C'est une belle question. C'est une belle question et je n'ai pas voulu y répondre tout à l'heure en 30 secondes parce que ça mérite quand même qu'on regarde plusieurs éléments de cette réponse. Si je devais répondre très rapidement, je dirais bien sûr que non. Et en même temps, on n'a pas tout dit quand on a dit non. C'est que dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est que plus nous sommes dans le mental, plus le mental a cette aptitude à créer des choix, tout comme il a l'aptitude à créer du sens. Et ce n'est pas très grave, mais c'est simplement que c'est du sens mental et que ce sont des choix mentaux. Et à partir de ça, on peut penser que cela est possible et cela et cela et cela. Et souvent, on est plus confondu dans tous ces choix que crée le mental parce qu'il est toujours en train d'analyser, de mesurer, de calculer et de dire en fonction de ceci, de cela, je pourrais faire ci, mais en fonction de cela et de cela, je devrais faire ça. Et il y a toute une panoplie de choix, mais de choix mentaux qui s'offrent à nous. Et ça devient extrêmement difficile, pour ne pas dire pénible, de nager à travers tous ces choix mentaux et de voir finalement ce qui nous convient bien. Et on arrive à une question qui est qu'est-ce qui me convient bien? Et dans cet espace mental, ce qui donne les références pour dire que ceci est possible ou souhaitable, c'est justement tout ce qui est contenu dans le mental. Nos croyances, nos conditionnements, les mémoires, ceci est bien, ceci n'est pas bien à cause des expériences et tout ça. Donc, tant et aussi longtemps qu'on reste dans l'univers mental, il y a un certain nombre de possibilités. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas faire ce choix en fonction des expériences passées, des croyances, des conditionnements, et de dire, en bout de ligne, je fais le calcul des plus et des moins, et finalement, j'aboutis à j'ai le choix, donc je fais ceci ou cela. Et c'est une façon de fonctionner qui marche, qui apporte un niveau de satisfaction assez limité. Parce que des aspects de nous ne sont pas pris en compte. Il y a, dans ce fonctionnement mental, uniquement ce qui est inclus dans notre petit monde mental dont on tient compte. Maintenant, au-delà du mental, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, mais de personnel, que j'appelle l'âme, ou qu'on peut appeler notre conscience individuelle, qui, elle, baigne dans la conscience totale. Alors, dans la réalisation de qui je suis, conscience totale, il y a une densification, et c'est ce qu'on peut appeler son âme. Mais son âme, elle est personnelle, elle est unique. Mais ce n'est pas parce qu'elle est personnelle qu'elle est séparée du tout. Et l'image qu'on peut utiliser pour comprendre, c'est vraiment de voir que si l'être est un océan, la conscience individuelle ou l'âme, c'est juste une densification comme un glaçon. Mais un glaçon n'a pas une nature différente de l'être, c'est juste que ça s'est densifié, notamment par le froid. Mais s'il y a densification, on peut voir que chaque âme a des aspirations qui sont différentes, a des dons qui sont différents, des mémoires qui sont différentes. Chaque âme, pendant un certain temps, porte la mémoire de sa blessure originelle, c'est-à-dire de sa séparation avec l'être.
chaque âme a aussi un degré de luminosité qui est différent. Il y a des âmes qui sont plus rayonnantes ou radieuses que d'autres. Et ça, c'est en fonction de la reconnaissance de l'âme, de sa nature divine. Plus c'est reconnu, plus ça rayonne cette lumière divine. Donc, quand on veut, notamment par un choix, faire un choix, et qu'on sort de cet espace limité qu'est le mental, et qu'on tient compte de son âme, les choix peuvent être différents. Notamment, il y a encore autre chose qui se produit si on est installé dans « je suis », ce vivant, à travers une âme unique, avec, si on va encore plus dans la manifestation, une personnalité qui découle de l'âme, mais qui est déjà bien plus précis que les tendances qu'on peut reconnaître de l'âme. C'est comme si l'âme, c'est un canevas plus général et que la personnalité nous amène à voir des subtilités plus fines de l'âme. Et puis, tout ça dans un corps physique qui, lui aussi, a des particularités, des forces, des faiblesses, des malaises et tout ça. Donc, à partir de cette conscience que je suis, quand je tiens compte de tous les aspects qui sont ici, et compte tenu du fait que, comme nous ne sommes pas séparés, et que, par exemple, je m'adresse à vous aujourd'hui en particulier, les choses sont dites d'une façon spécifique qui fait que, tenant compte de ce que je suis, de mon expérience, de l'aboutissement de toute la non-forme dans la forme Claudette, et la même chose pour chacun d'entre vous, les mots qui sont en train de se dire sont les mots exacts ici et maintenant. Et il n'y a aucun choix. Et si je m'adressais à d'autres personnes, d'autres mots se présenteraient à la conscience pour expliquer un peu différemment, un peu la même chose. Donc, il y a quelque chose de, à partir de cette conscience totale que je suis, que nous sommes dans un espace d'infinies possibilités, qui est la source des paroles. Maintenant, cette conscience totale étant incarnée ici, maintenant, s'adressant à vous, une seule chose est possible. C'est ce qui fait que nous sommes constamment à vivre, et ça je trouve que c'est tellement beau, en même temps, à partir de possibilités infinies et d'une seule manifestation qui se produit. Et ce n'est pas un ou l'autre, c'est toujours les deux en même temps. Dès l'instant où je cesse de prononcer des mots, je reviens au silence, et là je suis en contact avec l'infinie possibilité. Et quand un mot sort, c'est le mot juste, ici, maintenant, en lien avec toutes les formes qui sont là. Et on ajoute 25 personnes, et les mots sont différents. Donc, dans la manifestation, nous sommes toujours, comment dire, dans une sorte de non-choix, parce qu'on est en relation, sans être séparés. Donc, dans l'espace du vivant, il y a cette considération que nous sommes ensemble, non séparés, mais différents, à différents niveaux de conscience, de réalisation, de différentes aspirations. Et ça détermine
toujours les actions que je vais prononcer. Les mots que je vais prononcer ou les actions que je vais mettre en place. Ça rejoint ce que vous avez sur le sens tout à l'heure, en fait. Exactement. Exactement. C'est comme voilà, multiples possibilités, tout est possible, et puis au fur et à mesure que ça arrive, ça s'incarne d'une façon très 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 précise et ça trouve le chemin, ça trouve le chemin. Et à chaque instant. Et à chaque instant, exactement. Mais contrairement à ce que nous disions plus tôt en lien avec le sens, c'est que pour trouver le sens de quelque chose, on dit ici maintenant, il n'y a pas de sens. Mais si je veux voir le sens de mes actions, je peux aller dans le passé et voir que tiens, j'ai dit ça et voici le sens que ça a pour chacun. Mais on peut voir le sens qu'a posteriori. Alors que cette notion de libre arbitre, il y a cette prétention de libre arbitre qui appartient au mental, qui croit qu'il choisit. Alors, et Patrice nous donnait des exemples cette semaine très très rigolos d'un prétendu choix, alors que finalement on n'est que sous l'emprise de ses désirs, de ses conditionnements, de son passé. Mais ce ne sont que des prétentions dans un univers complètement fermé. Et quand on sort du mental et qu'on est totalement dans le vivant, il y a tout à fait un autre mode de fonctionnement qui se déploie. C'est un échange qui me touche beaucoup parce que c'était, pour moi, c'était une crise existentielle majeure il y a une année où tu as une fois verbalisé l'absence de libre arbitre dans un stage qu'on n'a même pas approfondi. Et pour moi, c'était un électrochoc majeur puisqu'un cours central était axé sur la liberté. Et en fait, c'est un processus qui a bouleversé en profondeur jusqu'à un moment très très précis que je sens encore, où je me suis rendu compte que la liberté était un truc tellement énorme, même d'un point de vue mental, qu'à un moment donné, on ne pouvait pas en faire quoi que ce soit, on pouvait que se laisser traverser par elle. Et qu'à un moment donné, la liberté absolue et l'absence de liberté sont la même chose. Et dans le mental, on ne peut que voir qu'il y a une sorte de liberté assez contraignante qui est en opposition avec l'esclavage. Mais la liberté dont on parle ici ne fait pas référence à ça. C'est vraiment une liberté intérieure. Tu parles de liberté absolue ou la liberté que j'écris avec un grand L, qui est toujours d'être en conscience dans cet espace d'infinies possibilités ici maintenant. Et ça, c'est la vraie liberté. Et cette liberté absolue, c'est bien, mais quelle jouissance, en tout cas pour moi, que cette infinie possibilité, que cette liberté absolue s'incarne dans une seule chose parmi les milliards qui étaient possibles. Waouh, c'est la beauté de la manifestation, de dire, pof, c'est comme une goutte d'eau qui descend, dit, cela est possible ici maintenant, et il n'y avait que ça qui était possible. Donc c'est, on va dire, la non-liberté totale qui vient de la liberté absolue. Et ce déploiement force l'émerveillement. Et qu'il n'y a personne qui a choisi. Dans la manifestation, ce n'est que la rencontre de toutes nos interactions. Et je ne peux pas choisir mes mots parce que je ne sais pas ce qui est en chacun de vous. Donc je ne peux que me laisser inspirer par ce que vous êtes, et être avec vous et en vous très intimement pour que les mots justes apparaissent. Et chaque mot est une révélation. J'entends les mots que je prononce et je les découvre en même temps que vous. Rien ne peut être planifié. Et c'est une découverte
spontanéité, Exactement, exactement. Tout jaillit dans l'instant. Tout jaillit dans l'instant. Mais il est tellement impossible de ne pas tenir compte de la collectivité. Nous sommes ensemble, mais nous faisons partie d'un groupe plus vaste qu'on pourrait appeler les Français ou même l'humanité. Mais tout ça nous habite, tout ça nous traverse en même temps. Et cet aboutissement de ce qui est dans l'instant, c'est absolument fabuleux et ça ne peut pas être autrement. Comment peut-on souhaiter que les choses soient différentes de ce qu'elles sont? Elles sont absolument parfaites en cet instant. Si elles pouvaient être autrement, elles auraient été autrement. Et si j'ai dit une bêtise hier, c'est que je ne pouvais pas faire autrement que de dire cette bêtise. Et a posteriori, je peux juste regarder et apprendre quelque chose et voir que dans la manifestation ou dans mon humanité, tiens, je suis en train de me transformer, de me façonner et d'apprendre des choses. C'est le jeu de la manifestation, d'être en déploiement, en apprentissage tout le temps. Et c'est infini. Et c'est un jeu magnifique. Cette liberté totale en même temps que cette non-liberté qui se déploie à chaque instant. Mais de dire que nous sommes libres ou que nous ne sommes pas libres, ce n'est pas la vérité ultime, c'est qu'il y a toujours dans cette incarnation les deux. Toujours les deux. Comme il y a toujours le silence, qu'il y ait des mots ou pas, le silence est toujours là. Et parfois, il y a une mélodie qui sort de ce silence et quelques mots s'offrent. Et on revient au silence. Mais on peut voir que les mots ont une texture et un goût différents s'ils sortent directement du silence plutôt que s'ils viennent du mental. Et plus nous sommes dans la vérité de qui nous sommes, plus nous sommes dans l'être et dans le vivant, plus on aspire à des paroles qui, justement, vont venir nous nourrir, nous éclairer, nous guérir. Sinon, c'est du radotage mental, on raconte toujours les mêmes trucs, et pourquoi pas, toi, il n'y a pas de souci. Mais parfois, nous aspirons à quelque chose de plus vivant, de plus vrai, de plus incarné, de plus profond. C'est pour ça qu'on se retrouve de temps à autre. Ça crée souvent un grand bouleversement quand nous abordons cette question qu'il n'y a pas de libre arbitre et qu'il n'y a pas de sens. Pour le mental, c'est vrai que c'est dur, mais il lui faut un certain temps pour justement d'abord appréhender cette compréhension intellectuelle et qu'ensuite qu'elle puisse descendre et voir cette évidence. C'est plutôt soulageant. Ça permet le pardon aussi. Ah ben complètement. Ou de voir qu'il n'y a rien à pardonner. Mais parfois, si quelque chose s'est cristallisé sur le chemin, il peut y avoir besoin d'un pardon pour aller réparer des choses qui se sont cristallisées. Mais c'est tout à fait... Ben oui, c'est cool. Ici, je n'ai aucun choix. Et quand je parle, ben, je n'ai toujours aucun choix. Donc, il n'y a que l'évidence qui se présente. Et cette évidence, quand elle s'incarne, me démontre que je suis totalement responsable de ce que je dis et en même temps que totalement non responsable. Puisque ce que je dis est le résultat de ce que vous êtes et de ce que je suis. Si un matin je ne me sens pas bien et que j'ai dit des choses qui sont moins ajustées, ben c'est mieux que je peux faire ce matin-là. C'est moins ajusté. Donc, je peux en prendre totalement responsabilité et voir à créer
dans la mesure du possible, les meilleures conditions pour parler à partir de ce que je suis. Et en même temps, quand j'ai fait tout ce que je peux, j'ai fait tout ce que je peux. C'est tout. Et vous aussi. Et vous avez toujours fait tout ce que vous pouvez. Jamais vous avez dit, je peux faire mieux, et non, je ne le ferai pas. Même quand on dit ça, et qu'on ne fait pas mieux, c'est que on ne peut pas. Ça crée une détente intérieure. Et un grand pardon. Une grande reconnaissance que tout ce que nous avons fait individuellement jusqu'à présent, nous avons toujours fait de notre mieux. Et nous sommes, dans la manifestation, sur un magnifique chemin d'apprentissage et de découverte. On se donne le temps. Et peut-être qu'un des plus grands gestes d'amour qu'on peut avoir à l'égard de soi, c'est de se donner la permission de se tromper, d'avoir les limites que nous avons, d'avoir les conditionnements, les croyances que nous avons, de faire les expériences qu'on fait. Plus je me donne cette permission, plus ça se détend à l'intérieur et plus je me rends disponible pour que ça passe à un autre niveau, pour que ça se transforme. Et puis si ça ne se transforme pas, ben c'est déjà accepté, donc c'est plus souffrant. Donc ça reste détendu à l'intérieur. C'est une grande, grande libération de savoir que je ne suis responsable de rien, en même temps que je suis responsable de tout. Je suis intimement responsable de tout ce que vous vivez et de tout ce qui se passe dans l'humanité, pour peu que je mette mon attention sur des sévices qui sont faits des êtres humains à l'autre bout de la planète. Je ne suis pas coupée d'eux et je suis intimement avec ces agresseurs et ces agressés et j'en suis responsable dans la mesure où une action peut avoir une portée qui se rende jusqu'à eux. Mais si, à la place d'un blâme pour ces gens-là, il y a une compréhension, il y a une permission, déjà, j'ai fait quelque chose pour toutes ces personnes qui sont dans la grande souffrance. Mais je ne suis coupée de personne. Et je me sens totalement responsable de toute cette beauté qui est en train de se révéler dans l'humanité, en même temps que de toute cette souffrance qui sévit dans certaines parties de la planète mais ce sont des êtres humains. Les êtres humains ne sont que des apparences de moi. J'ai reçu un mail ce matin d'une personne qui était en stage avec nous la semaine dernière et je tenais des propos un peu semblables, mais elle me dit dans son mail que quand je dis que la souffrance de tous les êtres humains, c'est ma souffrance parce que ce que je suis est incarné dans plus de 7 milliards de formes humaines, mais c'est toujours moi qui ai pris différentes formes, mais elle ne l'avait pas réalisé. Et elle l'a réalisé après le stage. Elle a vu à quel point elle était tout. Elle a eu vraiment une belle et profonde expérience d'unité. Elle a dit, j'ai vraiment compris ce que c'est que d'être tous les êtres humains en même temps. De se retrouver en chacun. Et plus il y a cette compréhension intime et intérieure, plus il m'est possible de prendre responsabilité pour tout ce qui est vécu. Et simplement d'avoir un regard aimant sur cette souffrance est déjà quelque chose qui contribue à transformer la souffrance. Maintenant, ici, il n'y a pas de prétention sur les actions que je peux, sur les effets
de mes actions sur la souffrance de l'humanité, qui est énorme. Et si on reprend cette belle légende du colibri, tu vois, quand on voit l'immense, immense feu de forêt qui brûle sur des hectares, et que tous les animaux, tu vois, se sauvent de la forêt et regardent comment ils peuvent contribuer, puis tout le monde est assez démuni. Et le petit colibri qui va à la mer chercher une goutte d'eau qu'il met dans son bec et qui vient arroser l'incendie, puis qui retourne à la mer, puis qui revient porter une goutte d'eau, et les autres animaux lui disent mais tu es fou, tu vois bien que ça ne sert à rien. Et dis-moi, je peux faire ça. Une goutte d'eau sur ce gigantesque feu de forêt. Eh bien, je le fais. Et quand Étienne et moi, nous avons posé des actions justement sur cette transformation de l'humanité, c'était vraiment dans cette conscience qu'on était deux beaux colibris qui s'amusaient à apporter une petite goutte d'eau. Et peut-être que globalement, ça n'aura pas d'impact, mais la joie de ces colibris d'aller chercher sa goutte d'eau et d'avoir cette contribution, c'était immense, immense. Et c'était tellement inspiré de la source à travers ce que nous sommes, et nous avons vécu nos propres transformations à travers ça. Maintenant, sur l'ensemble, est-ce que ça a un impact ou pas? Ça n'a vraiment aucune importance. La joie que nous avons eue à le faire était immense. Nous sommes un à travers des manifestations qui sont tellement multiples et différentes, mais à partir de un ou de l'être ici, il y a une manière d'être qui est mieux connue, c'est celle de la forme Claudette, mais c'est à travers les expériences que vous vivez que je peux aussi me découvrir et me rencontrer. Et plus on va loin dans les cultures, plus je peux voir différentes façons d'être ce que je suis. Et parfois, à travers des expériences d'une beauté incroyable, et parfois à travers de la souffrance aussi, je me dis, tiens, quand il n'y a pas de jugement, je peux voir à quel point les êtres humains sont capables de se faire souffrir entre eux. Et à partir de l'espace fini Claudette, parfois, je n'aurais pas la capacité ou la créativité, tu vois, pour savoir qu'on peut faire souffrir des êtres humains de cette façon-là. Mais je me découvre à travers les expériences des uns et des autres. Ouais, même dans le pire des criminels, c'est totalement compassion avec, parce qu'il est juste en surnuméro. Et c'est très... ça amène une certaine détente à l'intérieur de juste, ici maintenant, poser l'action juste. L'action juste, c'est l'action vraiment qui vient de la source, mais qui traverse mon cœur, mon âme, qui tient compte de tous les aspects de l'esprit, de l'intellect et du corps, tu vois. Et moi, c'est l'action que je peux poser aujourd'hui, c'est ma petite goutte d'eau. Et chacun va avoir sa petite goutte, voilà. Et c'est simple. Et quand ça part du cœur, ça touche le cœur des autres. Et c'est toujours... c'est bon à l'intérieur de savoir qu'un geste ou une parole a touché le cœur de quelqu'un. Juste un geste du cœur qui est gratuit, il se pose parce qu'il ne peut pas faire autrement, il est donné, puis ouais, les résultats, c'est un grand détachement vis-à-vis des résultats. Et en même temps qu'il y a un détachement, je vois que quand dans notre humanité, tu vois, je suis les bras, les jambes, la bouche, les oreilles de la source, il y a un tel engagement, tu vois, je suis un petit colibri, je peux juste apporter une goutte d'eau, mais je vais le faire vraiment avec tout mon cœur, tu vois, il y a une joie profonde, en même temps qu'il y a le détachement. Et pour ceux qui sont beaucoup dans l'absolu, tu vois, il y a cette conscience très forte du détachement, mais, en tout cas, comment...
il n'y a pas que le détachement. Le détachement va bien de pair avec un engagement sincère et profond. De dire, puisque je dois agir, je vais y mettre vraiment tout mon cœur, mais on n'est pas dans l'attachement parce qu'on y va avec une certaine intensité. Tu vois? Je fais une action avec, j'y mets tout ce que j'ai, et l'action est terminée, je m'en retire et j'en suis détachée. Je reviens dans le détachement, donc je reviens dans le silence. Mais quand il y a action, quand je suis dans la manifestation, j'y mets vraiment tout ce que je peux. Et là, je fais battre mes petites ailes le plus possible pour aller vite, vite chercher une autre goutte d'eau. Si, à la base ou à la source, il y a être, le détachement, l'instant présent, le silence, la conscience, ce sont tous des mots différents pour parler de la même chose, mais il suffit qu'on se recule. Parfois, on est un peu happé par le mental dans la dualité à vouloir et à cogiter très très fort et c'est très souffrant. Mais quand on peut, et on le fait, mais plus on le fait, plus c'est confortable d'être juste dans cet espace et de dire maintenant, oui, il y aura des actions, mais à partir de cet espace. Donc, je me laisse traverser par l'action et je reste dans le détachement. Parce que ici, dans le mental, il y a volonté, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Et c'est un regard un peu faussé.